Le Festival du film européen pendant 3 semaines, puisqu'il a commencé le jeudi 10 mai dernier, continue jusqu'à aujourd'hui, donc vendredi 31. C'est vraiment 3 semaines entières. Et l'idée, c'est de rebalayer avec vous, qui êtes ces invités du festival, ce qu'il a été tour à tour, pour essayer de voir en fait tant les rencontres que vous avez pu faire et aussi votre sentiment sur l'ensemble des interlocuteurs qui ont été les vôtres, des projections et des masterclass que vous avez pu mener et encadrer. Alors on va le faire un peu dans l'ordre chronologique, en commençant par toi Florent, puis on viendra sur Anne Laudissois qui va nous rejoindre, on continuera avec Colin et puis on terminera avec Cédric, non pas pour minimiser ton intervention, mais juste parce qu'elle a été au niveau du déroulé du festival sur la fin. Donc on commence, Florent Delatulé, avec vous, puisque vous avez dans un premier temps vraiment participé activement à l'organisation avec Renaud Barré d'un temps fort sur la performance artistique autour des films Système K et Faire Part, qui a été porté et représenté ici par Paul Chemizy et Nizar Saleh, qui ne peuvent pas être malheureusement avec nous parce qu'ils sont invités dans un festival en Allemagne et ils sont partis déjà depuis lundi. Vous avez, pendant ce temps sur l'ouverture, proposé de nombreuses activités. Je salue Spiritus qui est là, qui était l'un des performeurs du temps fort et de la soirée d'ouverture du festival. Mais également, vous avez pu porter une masterclass pendant 4 jours autour de l'écriture de dossiers. Oui. Alors, pour la masterclass, c'était, je pense, essentiel pour les réalisateurs congolais. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de... Bon, j'ai beaucoup d'amis réalisateurs congolais ici, et je lis leur dossier de films, et c'est vrai que je trouve que souvent ils restent un petit peu... ils vont pas suffisamment loin, mais c'est parce qu'il manque un petit peu d'exemples par rapport à ce qui peut être demandé en Europe pour réussir à faire financer son film. Mais c'est essentiel pour trouver des finances, ce qui n'est pas évident ici, mais surtout pour le réalisateur lui-même, d'aller un peu plus loin dans la façon dont il voit son film. Et donc cette masterclass, plus précisément, s'attachait à voir ce qu'était la note d'intention, qui est vraiment le cœur des films documentaires, et même des films d'art, et un petit peu quand même de la fiction. Tout repose en fait sur cette note d'intention qui est un petit peu, qui va démontrer un petit peu les ressorts invisibles d'un film, c'est-à-dire des choses qu'on va pas voir forcément à l'écran, mais qui font vraiment toute la structure, la valeur du film, la force aussi. Et ce travail-là a permis à certains d'aller un peu plus loin sur leur film et même de découvrir pas mal de choses et d'avoir de nouvelles idées, parce qu'en fait c'est vraiment un travail qui demande un pressage de citron, hein, ou du ciboulot. Et du coup, en travaillant là-dessus, ça amène plein de questions au réalisateur qui est en train d'écrire son film. Donc j'étais assez content de voir que ça a provoqué de très bonnes choses sur plusieurs projets de films portés par des réalisateurs congolais. L'ensemble des films de votre société de production, La Belle Quinoise, était également dans la sélection du festival, à l'affiche, et vous avez pu assister, je crois, à certaines projections. J'étais notamment à une à Kimbantseke, vraiment au contact d'un public qui est souvent éloigné des cinémas quinois, des trop peu nombreux cinémas quinois. Est-ce que ça a été des moments qui, pour vous, étaient importants de montrer des films comme Ben Bilili, Victor Terminus, Pygmy Blues, et Le Chant des Walais, La Danse de Jupiter. Évidemment que c'est important parce que il n'y a pas d'accès vraiment au cinéma ici, et encore moins dans la cité. Et c'est vrai que regarder des films ensemble, avec un public, ça amène un peu plus d'émotion, on ressent un peu l'émotion du public. Donc effectivement, c'est très important d'aller d'organiser des projections dans les quartiers. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était super pendant ce festival. Ça a permis à plein de gens de découvrir nos films, mais d'autres films aussi. Et disons que, oui, de toute façon, c'est très apprécié.
de pouvoir voir des films dans des bonnes conditions. Alors de temps en temps c'était dans des bibliothèques, de temps en temps dans des églises, de temps en temps dans plein d'endroits différents, mais à chaque fois c'était organisé par des personnes, des petites associations qui défendaient bien, qui arrivaient à communiquer et à ramener quand même pas mal de monde à ces projections. Et donc c'était des vraies découvertes pour un public. Ensuite, après avoir mené donc, ce temps de travail à Kinshasa, puis avoir assisté à des rencontres dans les quartiers périphériques de la ville, vous avez pu aller à Goma, à Bukavu, et par la suite même à Kisangani et enfin à Lubumbashi. Vous avez fait un vrai tour du pays pour y mener à chaque fois des rencontres différentes, mais toujours sur ce sujet de l'écriture de dossier, de la note d'intention et de la réflexion avant la production d'un film. Et quels ont été les gros temps qui vous ont marqué, et au-delà de ça, votre sentiment sur les différentes scènes cinéma, les différentes initiatives et dynamiques du cinéma en RDC? Bon, c'est vrai que en RDC, on sent qu'il y a vraiment deux grands pôles de cinéma, disons deux villes bien plus actives qui sont Goma et Kinshasa. Mais à Kisangani, il y avait quand même pas mal de réalisateurs qui suivaient des formations au studio Kabako. Et du coup, j'étais étonné de voir quand même que dans une ville comme Kisangani, il y avait un vrai travail autour de la réalisation des films, de la musique, de la mise en scène. Voilà. Mais ensuite, comme à Kinshasa et comme à Lubumbashi, je sentais que ce travail d'écriture était important pour les réalisateurs, mais c'est surtout par manque d'exemples en fait qu'ils vont pas souvent assez loin. Et j'ai pu donner moi des exemples, même montrer comment je construisais mes dossiers. Ils les ont avec eux maintenant, donc ça les a beaucoup inspirés. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ça provoquait pas mal de questions sur leur propre film. Et du coup, de nouvelles idées. Donc voilà, c'est des gens qui iront peut-être un peu plus loin. Pour illustrer, quelles sont les questions en fait que vous avez le sentiment que ces jeunes réalisateurs, ces jeunes producteurs aussi que vous avez rencontrés se posent grâce à... Quelles sont les questions que vous avez déclenchées? En fait, c'est surtout des réflexions sur leur film. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtaient trop souvent au scénario parce qu'ils pensaient que c'était le scénario, le synopsis qui était demandé. Et pour un film documentaire, on sait très bien que finalement, un synopsis a assez peu de valeur par rapport à ce qu'il faut écrire à côté, qu'on appelle note d'intention, mais qui est une forme assez libre et qui peut être aussi assez personnelle en fait. Pourquoi vous en êtes arrivé à vouloir traiter ce sujet, de quelle façon vous le regardez, qu'est-ce que vous amenez comme originalité de regard et pourquoi ce film doit se réaliser, pourquoi il est important pour vous le réalisateur mais aussi pour un futur public. Donc ça permet vraiment de ne pas rester en superficie, disons, d'aller vraiment un peu plus profondément. Et le fait de faire ça en masterclass, c'est un peu comme une équipe. Du coup, ça pose des questions chez tout le monde, et tout le monde avait des idées sur les films de chacun. Et de temps en temps, ça faisait vraiment avancer le réalisateur, parce que faut pas oublier qu'un film, c'est aussi un travail d'équipe et qu'on a besoin du regard des autres. Faut pas essayer de cacher son scénario par peur d'être copié, qu'on vole. Donc c'est vraiment un travail d'équipe et le regard des autres est très très important. Et on voit bien que d'ailleurs, quand ils parlaient de leur film, ça provoquait même chez les autres des questions, mais aussi des propositions. Donc ça enrichit à chaque fois un film, et puis un film, ça s'écrit rarement en une journée. De temps en temps, ça demande un temps de maturation, et voilà. Donc c'était vraiment un travail pour pousser les réalisateurs à aller plus loin. Et puis ensuite, de garder cet effort-là pour chaque projet, en fait, parce que
C'est comme ça qu'ils peuvent aussi gagner la confiance de producteurs ou de télé qui confieraient de l'argent pour la réalisation. C'est en voyant que la personne qui porte le projet, le réalisateur, a totalement conscience de tout ce que porte son film, mais qui peut en parler. Hein. Et puis ils se sont rendus compte aussi que c'était une possibilité de gagner du temps pendant la réalisation et de se lancer dans la réalisation en toute confiance et peut-être de se fixer plus sur l'image à ce moment-là, puisque tout le travail d'intention a été fait avant. On va revenir vers vous pour aborder le temps fort autour des Pygmées, des peuples autochtones un peu plus tard. Mais j'ai envie de vous laisser la parole aussi. Colin Delfosse, vous êtes venu pour représenter le film Fly Rocket Fly d'Oliver Schwemm. Vous avez été, je crois, vous avez fait des images au Katanga pour ce film. Oui, tout à fait. J'ai participé, on va dire, à la création du film, dans un sens où c'est un sujet. Donc, cette histoire de roquettes au Katanga, c'est un sujet auquel je me suis intéressé depuis pas mal d'années. Et c'est en faisant une exposition à Strasbourg que j'ai rencontré Oliver et puis qu'il a décidé de faire ce film. Et donc je suis retourné pour lui donc dans les hauts plateaux du Katanga pour filmer. Enfin, finalement, il a utilisé que peu d'images. Et puis il voulait filmer ici au Congo et au final, ça s'est pas fait. Donc le film finalement est plus tourné vers, on va dire, les Allemands qui ont porté le projet, notamment Lutz Kaiser qui vit sur un atoll au large du Pacifique, et donc assez peu finalement sur le Congo, bien que il y a quand même les images d'archives où on voit Mobutu, on voit les officiels assister au décollage des fusées. Donc oui, mon rôle, moi j'ai pas du tout réalisé ce film, je n'étais que preneur d'images, donc je n'ai pas voilà tout ce dont Florent vient de parler. Voilà, j'ai cette conception de note d'attention et tout ça. Moi, évidemment, j'ai pas participé à ça. Néanmoins, vous avez une approche qui est plutôt technique, et je crois qu'en plus, le Congo est un pays que vous connaissez relativement bien, puisque ça fait assez longtemps que vous travaillez ici, et vous avez pu, du coup, en venant passer une petite semaine à Lubumbashi, donc le chef-lieu, la capitale du Katanga, et donc y mener beaucoup de rencontres. Est-ce que vous avez eu le sentiment que dans le cadre des projections pour les universitaires, dans le cadre des projections tout public qui ont été organisées, c'était une histoire qui est quand même assez incroyable, cette aventure spatiale katangaise au milieu des années 70, une histoire que les publics connaissaient ou se réappropriaient? C'est ça qui était intéressant, c'était de voir la réaction des différents publics. On a fait 3 projections, une avec donc effectivement tout public, comme tu le dis, une autre avec des universitaires, des profs d'université qui eux connaissaient évidemment bien l'histoire, qui allaient chacun de leur théorie sur pourquoi le projet s'était arrêté, pourquoi est-ce que il y a 7 Allemands qui sont morts dans un fleuve, est-ce qu'il y a eu une intervention militaire, est-ce qu'ils se sont fait tuer, est-ce que c'est l'hippopotame. Donc ils avaient tous leur point de vue là-dessus, c'était assez intéressant à entendre. Et puis de l'autre côté, il y avait tous les projections avec les étudiants, qui était à mon sens plus intéressante parce que du coup ils découvraient vraiment une partie de l'histoire du pays qu'ils ne connaissaient pas. Et donc notamment on a fait une projection à Kipushi, qui est une ancienne cité minière de la Gécamine, dans lequel donc les colons belges avaient construit une énorme salle de cinéma qui était évidemment complètement en décrépitude, mais la salle était vraiment magnifique, et cette salle était remplie de jeunes étudiants, et chacun voulait venir intervenir, donc les invitait à s'exprimer sur le sujet, et c'était fou ce qui ressortait, quoi. C'était vraiment, on sentait que voilà, ils étaient complètement, ils s'appropriaient ce film, et ils s'intéressaient vraiment à cette histoire dont ils n'avaient jamais entendu parler. Et alors, est-ce que votre présence au Katanga va déclencher des nouvelles initiatives privées aérospatiales katangaises? Il en existe déjà, hein. Il y a toujours notre ami l'ingénieur Keka qui lance ses fusées. D'ailleurs, il est en partance pour relancer une fusée là. Je l'ai croisé à Lubumbashi là, il y a une semaine. Donc ça existe déjà. Oui. C'est prévu pour octobre-novembre, je pense. Ah, mais génial. Et par la suite, vous êtes du coup venu participer à des projections aussi universitaires à Kinshasa. Mm-hmm. Est-ce que là encore, vous avez le sentiment de publics très différents, de rencontres très différentes, ou au final, malgré tout, une fierté que cette aventure ait pu avoir lieu sur le territoire national?
Déjà la différence, je crois entre Lubumbashi et je crois que et Kinshasa, c'est que j'ai senti un plus grand intérêt ici à Kinshasa pour le film documentaire. Je crois qu'à Lubumbashi, ça a été plus compliqué d'amener les gens à venir voir un documentaire qui plus est en allemand. Enfin, au début, on avait juste une version en allemand sous-titré français, donc là, c'était carrément intense. Ici, c'était déjà plus simple. Ouais. Il y avait déjà on a été à Kimbanseke là, projeter le film dans un auditoire. Les conditions n'étaient pas optimales, mais au final, ça a drainé le même intérêt, je pense, pour effectivement, de nouveau pour l'histoire. Mais voilà, on sent bien que les questions qui tournent autour du Zaïre et de cette période, forcément, pour les générations qui l'ont pas connu, ça draine pas mal de questions. Et est-ce que vous avez du coup intervenu dans des centres de formation à l'audiovisuel, que ce soit à l'Institut national des arts? Est-ce que vous avez senti une énergie des étudiants en cinéma pour la réalisation de documentaires? Et est-ce que c'est, ma question derrière, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est assez comparable en fait avec d'autres publics universitaires que vous auriez rencontrés? Moi j'ai rencontré, enfin non c'est pas vrai, je rentre peu de public universitaire de cinéma, on va dire. Enfin, moi, je donne de temps en temps des cours de photographie, mais du coup, les questions sont pas vraiment les mêmes. Ici, à l'INA, c'était essentiellement, je sentais que c'était surtout des questions autour de la technique et de comment est-ce que on en arrive à faire un film historique. Finalement, ça tournait beaucoup autour de ça. Comment est-ce qu'on peut faire un film unique, presque uniquement à base d'images d'archives et d'interviews. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui revenait assez fréquemment. Non, par rapport à d'autres publics, de nouveau, voilà, je suis pas réalisateur, donc j'ai un peu de mal à répondre à cette question. Je dirais, c'était vraiment plus des questions techniques. On n'a pas vraiment parlé de réalisation, forcément. Bon, on y reviendra par la suite. Maintenant, je me tourne vers vous, Anne. Bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Anne, vous êtes venue défendre avec Caroline Thirion, qui s'excuse de ne pas être avec nous aujourd'hui, le film Bouddha, la source des chimpanzés, un film qui vous suit, donc vous êtes le personnage principal, mais vous êtes également, je crois, vous avez beaucoup travaillé sur le scénario du film, et avec Caroline, dès le début de l'initiative en fait, du film, c'est vraiment un film que vous avez eu envie de faire ensemble? Oui, c'est un film qu'on a eu envie de faire ensemble et qui est lié à mon histoire personnelle. Et le film en lui-même raconte l'histoire vécue, donc c'est pas juste un montage qui a fait ça, c'est juste le quotidien. Et alors on a eu la chance de pouvoir organiser avec vous une véritable tournée qu'on nous avions nommée le International Buddha Tour of Congo with the World. Oui. Et une véritable tournée en fait pour vous permettre de présenter ce film. Caroline l'avait déjà présenté à Kinshasa avant votre arrivée, et puis ensuite à Kisangani, à Goma, et également à Lubumbashi. Est-ce que vous pourriez rapidement nous refaire le résumé de toutes ces rencontres, de toutes les conférences qui ont pu exister autour de ce film dans les différentes villes du pays? Donc à Kinshasa, à l'arrivée, on est tout de suite allé Caroline avait donc déjà fait quelques présentations ici dans des hôtels, c'est ça? Et on est allé dans une école primaire directement. C'était assez intéressant. Premier contact, c'était avec des enfants de 12 ans qui avaient plein de questions, qui étaient très curieux et qui posaient des questions sur la science, sur l'environnement. Donc très, très intense aussi, puisque tu voyais la curiosité que ça suscitait et entre guillemets les vocations que ça pourrait susciter. Ensuite, on est parti à Goma. Et à Goma, c'était intéressant parce qu'il y avait tous les gens de la conservation des grands singes qui étaient là. Donc c'était assez émouvant pour moi parce que je ne suis pas donc primatologue au départ. Et j'avais donc ce côté un peu des grands du milieu qui étaient là avec nous, ce qui était assez intimidant, j'avoue. Donc intéressant à ce niveau-là. Kisangani, c'est un peu ma ville, comme j'ai donné cours là-bas. Donc c'était retour avec dans la ville où la plupart des acteurs scientifiques sont nés, ont étudié, et là c'était émouvant dans le sens où pour la première fois on avait les acteurs locaux qui présentaient chez eux leurs films, leur travail sur le terrain,
qui décrivent souvent à la maison, ou qu'ils ils disent souvent, ils ramènent des sachets de lait en poudre et tout, comme le trésor du terrain à la famille, et donc les enfants savent qu'ils sont allés sur le terrain. Et là, pour une fois, les enfants ont vu les films, donc c'était aussi une autre intensité. Lubumbashi, c'était intense parce que c'était aussi un cinéma dehors, comme ça, avec popcorn, la totale, avec plein de gens différents. Autre intérêt, aussi beaucoup d'échanges avec les gens. Et voilà, ça fait déjà quelques villes qui sont passées. Et est-ce que vous avez eu le sentiment que les retours que vous avez eus sur votre film, ils sont essentiellement sur le contenu en vérité, bon, sur l'approche scientifique, sur la question de la conservation environnementale, ou est-ce que malgré tout vous avez eu des questions relativement techniques sur la réalisation même, sur les conditions de réalisation, puisque c'est quand même une aventure de partir ainsi pendant 30 jours, certes dans cette exploration scientifique, mais de doubler ça avec le tournage d'un film. Beaucoup de questions étaient, scientifiques, oui, la plupart du temps, il y a les questions scientifiques, et très peu, justement, par rapport aux conditions de tournage, parce que les gens l'oublient. Il y a beaucoup de... le film véhicule beaucoup d'émotions, les gens nous le disent souvent, et ils oublient peut-être après qu'il y a justement cette équipe derrière, ou en haut, en train de filmer... quand on est dans les arbres, quand on est sur les pentes abruptes, et on essaye souvent d'essayer d'expliquer ça aussi. C'est vrai que la plupart des questions sont scientifiques, et nous, on a un petit regret par rapport à ce film, c'est justement de ne pas avoir pu tourner l'envers du décor, ce qui aurait voulu dire une troisième équipe qui aurait dû être aussi sur les mêmes pentes, mais parce que oui, il faut documenter évidemment les conditions de tournage dans ce cadre-là, ouais. Et je crois, pour rentrer dans l'indiscrétion, que vous avez des nouveaux projets de films ensemble, à nouveau, ou au moins des nouvelles envies. Oui, plein. C'est juste le temps qui manque. Et on les accueillera avec plaisir au Festival du film européen. Je reviens vers vous, Florent, puisque sur des... peut-être que vous pouvez utiliser le deuxième micro filaire pour qu'on évite les interférences. Je pense que c'est ça qui joue. Je sais pas alors. Bon, on va trouver une solution. Puisque sur des questions qui sont liées également de conservation de l'environnement, vous nous avez aidé à construire tout le temps d'un week-end un temps fort autour des peuples autochtones et des peuples pygmées. Et là, vous avez participé en tant que jury d'un concours scolaire qui s'appelait Du livre à l'écran, où nous avons demandé à des écoles de travailler à partir d'auteurs de textes d'auteurs qui ont été invités par le passé à Kinshasa, un Congolais, un Français, Jean Bofan et Guillaume Jean, et de mettre ces textes en perspective avec des images de votre film Pygmée Blues qu'ils ont par le côté regardé et travaillé également. Alors, avec les élèves, donc c'était un week-end et il y a eu ce concours. Les élèves qui ont gagné le concours d'ailleurs étaient assez impressionnants parce que leur analyse entre ce qu'ils avaient lu des livres de Jean Bofan et de Guillaume Jean qui mettait en scène des personnages pygmées et le film Pygmée Blues était assez fort, quoi, vraiment. Mais en même temps c'était pour ces étudiants, quoi, ces collégiens, disons, c'était vraiment la découverte d'un monde qui fait partie pourtant du Congo, mais qu'ils ne connaissent pas vraiment, parce qu'il y a vraiment un regard sur le monde des pygmées assez discriminatoire, avec des mots assez durs. Et disons que l'éducation nationale congolaise ne s'occupe pas de ces questions-là, d'accepter une population qui est discriminée depuis des siècles au Congo. Donc ça portait surtout autour de ça. Ensuite, la projection le lendemain de Pygmée Blues avec cette conférence et avec Patrick Saïdi qui s'occupe de la DGPA, la dynamique de groupe des peuples autochtones, là était bien plus... c'était encore axé quand même sur les problèmes que rencontrent
ce peuple, et puis un petit peu sur la conservation des forêts du massif du Congo, non pas du massif, du bassin du Congo. Mais disons que, évidemment, ce sont des questions qui sont liées, hein, les gens qui vivent dans la forêt et la forêt. C'est vrai qu'on sait qu'au Congo, il y a eu quelques petites erreurs du fait qu'on protège des forêts en mettant tout le monde dehors, hein, au nom de la conservation. On a mis toutes ces populations dehors qui se retrouvent dans des camps de réfugiés, alors qu'on sait bien que c'est des populations qui vivent, qui sont beaucoup moins toxiques pour la forêt que des entreprises qui viennent chercher des arbres ou même des privés qui viennent faire du macala, du charbon, cultiver. Enfin voilà, c'est une question un peu infinie dans ce pays. Mais c'était aussi l'occasion de mettre en valeur des intervenants avec lesquels vous avez travaillé par le passé, que ce soit dans le cadre de Pygmée Blues ou peut-être même sur votre film Le Chant des Walais qui parle de population pygmée également. Et c'était l'occasion de réinsister sur le grand combat qui est celui de la dynamique de groupe des peuples autochtones et qui est celui de la cohabitation en vérité, et plus simplement d'une lutte, mais vraiment d'une mise en avant d'une cohabitation possible entre des peuples, mais au-delà de ça, avec la nature. Oui, ce qu'on appelle la cohabitation pacifique est un travail très très nécessaire, hein, parce qu'on voit bien que dans la forêt, ces populations-là vivent ensemble, sont complètement liées même, hein, sont totalement liées, mais avec quand même une discrimination qui laisse le peuple pygmée, disons, avec un plafond de verre au-dessus de leur tête et qui ont du mal à évoluer. Donc c'est vrai que le travail de la DGPA est assez fantastique parce que en fait le regard qu'ils ont est bien plus social, mais tout ça dans la perspective de protéger la forêt. Donc ils ont pris conscience qu'il fallait d'abord s'occuper des problèmes sociaux avant de s'occuper, disons, de conservation. Et puis cette journée vraiment, où ce temps fort s'est conclu par un concert du groupe Ekonda, donc qui était le concert d'un chœur pygmée. Et bien sûr, au-delà de la célébration de la culture, montrer que c'est avant tout une fête que nous sommes en train de vivre, et qu'une fête au Congo ne peut pas se faire sans musique. Donc c'était un très chouette moment, et qui nous a permis de lancer aussi la dernière semaine, et là je me tourne vers vous, Cédric, avec un travail que vous avez mené en lien avec Loïc Priant. Alors malheureusement, Loïc Priant, qui est monteur son français, qui est venu le temps de 5 jours du fait du report de cette conférence aujourd'hui, ne peut pas être avec nous, mais vous avez vraiment pu mener des temps de rencontres très ciblés sur l'intervention technique, et dont vous allez nous parler. Vous avez dans un premier temps pu mener une conférence croisée sur vos métiers d'ingénieur du son et de monteur du son. Si vous deviez rapidement nous résumer, Cédric, cette conférence en quelques mots. Bon, au fait, ce qu'on a fait avec Loïc, c'était juste, moi j'ai essayé de parler et d'expliquer ce qu'on fait à la production, comment on s'organise pour aller au tournage, comment on arrive à bien ressortir des histoires concernant les scénarios, comment on peut discuter avec un réalisateur avant d'aller au tournage, et comment on peut tester les matériels avant les tournages, et quelles sont les conditions que tu peux choisir des matériels, des bons matériels. Après, Loïc a parlé plus, après, en fait, quand nous on finit les tournages, c'est à ce moment-là qu'on envoie les fichiers chez Loïc. C'est à lui de s'organiser les fichiers et pour commencer le montage. Et Loïc a parlé aussi... Alors, en fait, comment on peut arriver à faire déjà pour un début les shooter, comment on peut arriver à créer des ambiances, comment on peut arriver à donner les intentions dans les films, comment on peut faire des choses, créer des effets. Et voilà, il a aussi expliqué la façon dont lui il travaille, et il trouve que ça marche, quoi.
les participants des masterclass que vous avez pu encadrer, tant au niveau de la prise de son, des questions qui vous étaient dirigées à vous, vous qui avez travaillé sur des films comme Félicité par exemple, ou encore sur The Mercy of the Jungle plus récemment, que des questions sur vraiment le montage et toute la post-prod des films. Bon, dommage parce qu'il n'y avait pas eu trop vraiment des questions, je ne sais pas pourquoi, mais par rapport à la production, la question que nous avons eu, moi et Loïc, c'était juste de savoir comment on peut arriver à faire un bon son. C'est ça la question qui revient à chaque fois, comment on peut arriver à faire un bon son. On a eu en fait expliqué, pour faire un bon son, il faut d'abord en premier lieu maîtriser le matériel que tu utilises, après être présent au jour du repérage et voir déjà des contraintes du tournage et essayer d'anticiper. Et à part ça, on a eu aussi à répondre à des questions. Est-ce qu'ici au Congo, on a des bons matériels? Bon, on a dit par exemple, si on veut tourner un film avec 3 millions, 4 millions de dollars, je ne pense pas que tu peux utiliser les micros de ton frère qui est à côté. Non. Donc tu dois commander un micro, tu dois racheter des micros, voilà, parce qu'il y a les budgets. Voilà, donc on a essayé un peu d'éclaircir des histoires par rapport aux fréquences, par rapport au câble, comment brancher les micros, comment percher, mais les choses qu'on n'avait pas pu faire parce qu'on voulait faire un peu des exercices pratiques. Malheureusement, à cause du temps qui nous était imparti, on ne pouvait pas les faire parce qu'il n'y avait pas aussi des matériels techniquement. Et voilà, à part ça, en fait, la question qui revient à chaque fois, c'était toujours comment on peut arriver à faire du bon son. C'est ça la question. Voilà. Et puis nous avons... Oh. Il faudra qu'on coupe cette partie-là, c'est le montage. Ah mais ça remarche, c'est bon, c'est reparti. Et effectivement, on a conclu cette semaine par une projection. Vous êtes allé également faire une projection à l'Institut congolais de l'audiovisuel, avec là peut-être une projection du film Des Nouvelles de la planète Mars de Dominique Moll, sur lequel a travaillé Loïc. Et là, par contre, vous avez peut-être pu vous confronter à des questions plus techniques sur vraiment la réalisation, le travail du son pur et dur, quoi. Bon, en fait, on était parti à la RTNC, à l'ICA Institut congolaise de l'audiovisuel, pour projeter les films. Et en arrivant là-bas, en fait, par rapport à ce que nous on entendait, c'est d'aller là-bas projeter un film et à la fin de la projection faire des discussions avec vraiment des étudiants. Malheureusement, à la fin, bon, il y avait, en fait, avant de commencer, il y avait, je crois, 5 ou 10 étudiants qui, quand tu le vois, tu sais que ces messieurs, c'est un étudiant, mais les autres, c'était des gens qui travaillaient déjà là-bas. Donc, en fait, ce ne sont pas vraiment des étudiants. Et à la fin de la projection, beaucoup de questions, c'était plus à la réalisation. Moi, j'ai aimé la lumière, moi, j'ai aimé la direction photo, comment est-ce que les réalisateurs ont voulu montrer les gars qui tombent de haut en bas. Donc voilà, donc il n'y avait pas vraiment des questions techniquement liées au son, liées au montage. Mais Loïc, lui, quand même, ayant anticipé, en fait, d'épingler un peu sur comment lui, il a réussi les fichiers et comment ils ont eu à traiter chaque voix et la musique. Il a expliqué ce qu'il avait fait. Bon. À part ça, moi aussi j'ai reçu une question de savoir, parce que je suis quand même l'ingénieur du son au Congo qui arrive quand même à faire du bon son. Et les gens en fait, il y avait un gars qui m'a posé la question. Cédric, toi tu fais les sons, est-ce que tu peux nous expliquer ce que, en fait, tu peux nous conseiller ce que toi tu peux avoir comme matériel si tu veux tourner de tels films? Bon, je lui ai dit, dans les films, je n'ai pas vu un moment où il y avait 10 personnes qui parlaient au même moment. Donc pour moi, si je peux conseiller des matériels, c'est par rapport au nombre de gens qui partent d'abord, au 4. Donc j'aurais souhaité dans les films, parce que je vois à un moment il y a 4 ou 5, j'aurais souhaité 5 chefs, des micros stéréo en couple MS, peu importe les couples, et après des perches, voilà. En même temps, je peux, s'il y a l'argent, je peux trouver un cantar. Bon, s'il n'y a pas l'argent, je peux trouver Mixi Press avec sorti Timecode 10. Donc j'aurais bien géré mes entrées. Voilà. Donc il
y avait que ça comme question. En fait, les gars ne voulaient pas. Bon, en fait, c'est que moi aussi, j'avais compris, c'est que il y avait, en fait, on forme les gens au son de la radio. On ne forme pas les gens pour le son du cinéma. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas vraiment des questions liées au son. Voilà. On a tout cassé. Plus de son du tout. Ça, pour une masterclass sur le son, c'est un problème. Hein. On va y arriver. Ah oui, voilà. Donc effectivement, une attention particulière au niveau du matériel et du fait d'adapter son matériel. Quoi ? Je suis professionnel, je continue. Et on a terminé du coup ce temps de programmation autour du son par des projections commentées mercredi soir. Des 2 films sur lesquels a travaillé Loïc qui étaient à la sélection du festival, donc des nouvelles de la planète Mars et Dans la forêt, avec des interventions qui chaque fois ont pu tourner sur la création d'une ambiance et le lien qui existe entre les différents métiers, et notamment entre le réalisateur qui bien sûr chapeaute l'ensemble du film, mais ses intentions, alors on en revient à ce que vous disiez, ce que vous disiez Florence, c'était comment est-ce que les intentions du réalisateur se retrouvaient dans la création d'ambiance et dans le travail de monteur son, mais également du monteur image ou sur les mixeurs, sur les preneurs, les cadreurs, les preneurs d'image, les preneurs de son. Bien sûr, tout ça est à réfléchir en amont, hein, et chaque film est différent. Et évidemment que un film, c'est l'image et le son. Donc il est évident qu'il faut réfléchir sur le son, même faut réfléchir, faut aller plus loin, faut penser à la post-production, comment va être monté le film et ce qu'on aimerait y mettre comme ambiance, parce que c'est pendant la réalisation que le preneur de son va aussi capter en dehors des voix qui parlent, des personnages, des ambiances à côté. Et ça, c'est évidemment un peu sous la direction, normalement, du directeur, du réalisateur, de demander à ce que le preneur de son puisse capter des sons d'ambiance spécifiques. Voilà, donc évidemment. Je pense qu'on a bien compris que l'ensemble du déroulé de ces 3 semaines avait justement pour but de montrer effectivement des points précis, que ce soit avec vous sur le travail sur l'écriture de dossier. Il y a eu aussi une conférence de Nizar Saleh sur vraiment le fil narratif dans un court-métrage. On a eu une conférence de Caroline Thirion sur les angles, le cadrage et le travail de l'image. C'est quelque chose qui fait assez écho avec vos interventions, vos différentes interventions, Colin. Un travail sur le son et puis effectivement cette mise en lien de l'ensemble des métiers, de l'ensemble de ces moments d'écriture. Et vous avez pu tous les 4, mais également avec les autres invités, constituer le jury de la grande innovation de ce festival du film européen, qui est le concours du film de poche, où là vraiment vous avez pu rencontrer directement la production audiovisuelle actuelle, contemporaine du cinéma. Et j'invite tous les 4 vous entendre sur ce qui vous a marqué de ces plus de 50 films que nous avons reçus de candidats. Nous connaîtrons ce soir, lors de la cérémonie de clôture, les lauréats. Et voilà, mais vous n'allez pas vous échapper, hein. Tous les 4, il va falloir y passer. Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux ? Est-ce que vous avez été agréablement surpris ou extrêmement déçu d'ailleurs ? Est-ce que vous avez pleuré ? Est-ce que vous avez... Ouais, je veux bien commencer, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai été à la fois surpris, amusé, parfois déçu. D'abord, c'est un format très spécifique. Je veux dire, des films tournés au téléphone et puis en 2 minutes, forcément, c'est beaucoup de contraintes. Et à la fois, c'est hyper enrichissant. Moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup amusé, où je retrouve l'humour qu'il peut y avoir ici dans la société, que ce soit à Kinshasa ou à Goma ou même à Lubumbashi, donc des choses très drôles. Et moi, je sais que c'est d'abord ça que j'aime dans ce genre de court-métrage. Et puis des biais, évidemment, qui existent. Des biais, on sent parfois, sans doute de par la thématique imposée, ils ont voulu parfois, en tout cas certains ont voulu rentrer dans un cadre, et du coup on perdait parfois pas la fraîcheur, mais
la spontanéité. Et donc ça, moi c'est celui-là que j'ai moins aimé, mais c'est sûr qu'il y avait dans l'ensemble il y avait plein de choses intéressantes, oui. Alors moi je trouvais que c'est un concours donc, hein. Je trouvais que le thème du concours était très bien choisi, documenter le quotidien donc en RDC. Donc c'était assez incroyable parce que beaucoup de gens ont joué le jeu, puisqu'on a pu voir 52 courts-métrages de moins de 2 minutes. Moi j'ai poussé pas mal de gens à faire ce concours, parce que c'est un très bon exercice. C'est vraiment pour ceux qui veulent raconter des histoires par l'image, de faire une histoire en moins de 2 minutes. C'est un excellent exercice. Donc après, sur les 52 films, alors bien sûr, il y a des films qui sortent du lot et qui seront les gagnants, mais aussi il y avait plein d'autres films qui n'étaient pas forcément dans le top des choix, mais qui restaient quand même très très intéressants, avec des intentions assez incroyables. Et puis on voyait qu'il y avait des sujets, mais le thème c'était donc documenter le quotidien, mais il y avait des sujets qui revenaient régulièrement, de la difficulté qu'on retrouve donc en RDC, de façon générale. Les transports, les histoires d'argent, les histoires de sorcellerie aussi, les histoires de mœurs, oui. Enfin bon, c'était vraiment extrêmement intéressant de voir ces 52 petits films. J'étais même assez touché de voir ça. Anne ? Ils ont tout dit, donc c'est bien. Moi, c'est ma première expérience en tant que jury d'un tel festival. Et ce qui nous a frappé avec Caroline, parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui, c'était aussi de voir les différences de perception, ou les différences entre l'Est et l'Ouest. Donc on avait, ou en tout cas l'Est et le Centre, la plupart des films venaient de Kinshasa et de Goma, je pense. On était un peu déçus de ne pas voir plus de villes ou de gens d'autres villes qui avaient soumis des films, mais on voyait très fort les influences, plus je dirais télévisuelles, ici du côté de Kinshasa, et du côté de l'Est, les réalités sont différentes, et les thématiques étaient différentes, les rêves étaient différents, et c'était très intéressant de voir ça. Voilà. Et je me tourne vers vous, Cédric, pour un dernier mot. Vous connaissez extrêmement bien, du coup, cette scène, la scène quinoise, en fait, justement, les milieux du cinéma ici. Est-ce que vous avez découvert cette énergie qui existe à Goma autour du cinéma? Et est-ce que c'est des films qui vous ont marqué? Est-ce que vous avez envie maintenant d'aller faire du son là-bas aussi, avec tous ces jeunes qui... au travers de collectifs comme Goma, capitale du cinéma, et s'appuyant sur des structures comme Yolé Africa, par exemple, font du cinéma congolais extrêmement différent de celui qu'on peut voir ici? Bon, déjà, j'ai pas trop de commentaires à faire là-dessus, sauf que si je peux dire un mot, je dirais que par rapport à Caroline, dont les gens de Goma ont leur façon de réaliser, ont leur façon de voir les choses différentes par rapport à nos amis quinois. Et dans les films qu'on a réussi, en fait, si je regarde beaucoup de films qui viennent de Kinshasa, moi personnellement, je suis déçu. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de possibilités dans la construction des films. Ils pouvaient encore aller loin par rapport aux films qu'on a vus, en fait, la danse du matin. Pour moi, c'est un très bon film. C'est un bon film. Ouais, pour moi. Non. Ok, on coupe au montage. Bon, en fait, pour moi, je trouve que en termes d'idées, en termes d'intrigue, on sent vraiment que les gars a beaucoup cherché à aller plus loin. Par rapport au film qu'on a réussi de Kinshasa, les gens voulaient juste nous montrer des comédies, des choses qu'on connaît déjà. Voilà. Il n'y a rien en termes d'intrigue, en termes de fil conducteur, il n'y a rien. Donc je trouve que c'est un peu déçu. Par rapport à aller tourner à Goma,
Bon, je trouve que j'ai déjà travaillé avec Yolé Afrique. On vient de faire un documentaire Super. au parc de Salonga pour Give Nature. Donc, voilà. Donc, voilà, donc j'ai aussi des ateliers à faire là-bas à Goma, à Yolé Afrique, d'ici là. Donc, voilà, donc ce sont des amis qu'on se connaisse très bien, qu'on se voit et qu'on se parle. Donc, je pense que si il y a l'occasion qui me permet d'aller là-bas, je ne peux pas m'échapper, quoi. Bah, effectivement, on vous retrouvera tous ce soir pour la cérémonie de clôture du festival et avec justement la remise des prix du concours du film de poche sur lequel vous avez travaillé. Et bon, pourquoi pas espérer que la danse du matin ait plu à d'autres membres du jury qui peut-être vont avoir envie de le récompenser. Juste pour terminer ce temps d'échange, avant d'ouvrir la parole au public, une nouvelle fois, je remercie de subir les décalages fortuits comme ça et de suivre l'actualité du pays en général. Est-ce que vous avez un dernier mot sur ce festival, l'aventure qui a été, bon, pour certains 3 semaines complètes, pour d'autres 2 semaines, pour Cédric ça a été le fait de suivre le festival, même si l'intervention a été vraiment basée sur les derniers jours. Si vous deviez garder une image, un dialogue, un échange ou une rencontre ou une anecdote de ce festival, qu'est-ce que ce serait pour chacun de vous? Bon, moi personnellement, je dirais au festival, c'est en fait de nous accorder aussi un peu de temps. Parce qu'il y avait, en fait, on a trouvé avec Loïc qu'il y avait vraiment des choses qu'on devait se partager avec les participants au master, mais sauf qu'à cause du temps que nous avons été imparti, on n'a pas pu faire même. En fait, avec Loïc, on voulait aussi faire des exercices. On tourne une scène, on voit les difficultés qu'on peut rencontrer sur un plateau de tournage. Après, on ramène des rushs au niveau du montage. Loïc commence à expliquer des choses. Là, je pense qu'il y aura quand même notre approche, quoi, par rapport de trop parler sur des théories. Après, on n'arrive pas à pratiquer. Voilà. Donc, vraiment, les temps. Donc, en fait, c'est un peu, si la prochaine fois, il y aura sur les masterclass, c'est un peu juste de prolonger les jeux pour permettre à ce que tout le monde aussi puisse arriver à participer, même aussi par rapport aux participants. En fait, moi, je trouve que ça ne sert à rien au masterclass comme on sont d'inviter qui les gars qui fait le son. Donc, il faut laisser la place à tout le monde parce qu'il y a aussi pas mal de réalisateurs qui veulent aussi apprendre du son en même temps les réalisateurs. Ils doivent quand même comprendre ce qui se passe au son. En fait, ça va lui permettre comment gérer un ingénieur du son, comment diriger un performant si par contre il tourne, que en fait, si par contre lui filme et qu'il y a que les performants. Donc en fait, c'est un peu d'élargir, quoi. Pas nécessairement de limiter avec les gens qui font les sons. Je trouve que c'est carré, quoi. Eh ben, on en prendra note. Maintenant, effectivement, pour cette question du temps, nous sommes basés sur la disponibilité des intervenants, et en l'occurrence celle de Loïc Priant, et de ses demandes au niveau du choix des intervenants pour les masterclass. Nous sommes effectivement à l'écoute des invités, et il est certain que si nous avons l'occasion d'avoir des réalisateurs ayant l'envie et de travailler sur la relation avec les différents métiers, ce qui est tout à fait intéressant, effectivement, nous serons avec la possibilité de créer lors des nouvelles éditions ces dynamiques-là et ces échanges-là. Peut-être Colin, un mot sur le suivi qui a été le vote du festival. Oui, très brièvement, en 3 points. La première chose, c'est ce que je disais par rapport à Lubumbashi, c'est que je trouve qu'il y a vraiment un travail à faire au niveau de recréer une dynamique autour du cinéma et du cinéma de documentaire, parce qu'il y a vraiment un trou là-bas gigantesque. Ça, c'est la première chose. On a bien vu lors de la projection publique la difficulté à ramener même des gens, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que je l'ai déjà dit aussi tout à l'heure, c'était la projection qu'on a pu faire à Kipushi, de projeter un film historique dans un lieu historique de l'Union minière, c'était très fort. Et la troisième chose, c'était la rencontre de Maître Yabili, qui en fait qui était là à la projection et qui est en fait l'avocat de l'OTRAG, donc de la société allemande qui a lancé Fusée, et donc c'est lui qui a fait tout le suivi en fait quand le projet s'est arrêté en 1974. Et comme ils avaient signé un contrat qui durait 50 ans, c'est lui qui a dû faire le suivi et donc faire en sorte que ce lieu qui appartenait donc à cette société allemande continue. Voilà, il y a eu pas mal de projets là-dessus. Donc lui connaissait
connaissait les protagonistes de l'histoire, et puis c'était hyper intéressant, enfin, d'avoir un point de vue congolais sur cette histoire. Donc ça, et puis c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé et qui a vraiment, enfin voilà, qui a travaillé sur plein de dossiers ici au Congo, donc c'était vraiment fabuleux. Voilà, et puis la troisième chose, évidemment, d'avoir le regard donc de l'ingénieur Keka, donc l'homme qui veut lancer les fusées, sur cette histoire de fusée des années 70, c'était évidemment aussi assez intéressant. Voilà. Merci. Florent, on vous écoute et comme ça on terminera par vous. Alors, comme Cédric, hein, le temps des masterclass était un petit peu court, et c'est vrai qu'en fait il y a une demande générale de formation, et ça qui pourrait se passer toute l'année, voilà, pas forcément seulement dans le cadre du festival, mais pour le festival, ce que j'ai trouvé d'assez nouveau en fait, hein, parce que ça fait 15 ans que je viens au Congo, c'est de pouvoir faire des projections dans les quartiers un peu partout, que le cinéma aille vers des populations un peu isolées, hein. Kinshasa c'est très très grand, le transport c'est très très compliqué, donc le fait qu'il n'y ait pas juste un ou deux lieux pour les projections, mais qu'il y en ait peut-être une dizaine sur la ville de Kinshasa, qu'ensuite le festival se déplace en province dans les villes. J'ai trouvé qu'il y avait pendant ce temps de festival, il se passait quelque chose où tout d'un coup Goma se rapprochait de Kinshasa, de Kisangani et de Lubumbashi, que tout le monde avait vu à peu près les films du festival. Donc ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. J'étais très heureux de vivre ça. Et je trouve que voilà, ça c'est important d'aller montrer des films et de se déplacer en fait pour aller montrer des films. Je trouve ça très très important. Et il y a une vraie demande, donc il faut y aller. Et donc je félicite d'ailleurs les petites associations de quartier qui ont reçu, qui se sont mobilisées, disons, pour pouvoir faire ces projections dans les quartiers. Merci beaucoup. Et Anne, un mot pour conclure, et ensuite on va vous laisser la parole. Moi, c'était une premier film, première occasion de le montrer aussi au Congo. Et je retiens, moi, c'est un mot, c'est l'émotion, quoi. C'est l'émotion que ça a suscité chez nous et chez les gens à qui on montrait les films. Et je suis tout à fait d'accord avec Florent. Le regret, c'est peut-être de ne pas avoir été même plus loin dans les quartiers. Mais en même temps, déjà l'opportunité de l'avoir fait, c'était superbe. Et on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait toucher les gens de 7 à 77 ans avec des thématiques très diverses et que ça rassemblait, effectivement, c'était fédérateur. Et donc voilà, je trouvais aussi que c'était une opportunité incroyable de présenter le film un peu partout. Et je parle de notre film, mais je suis sûr que de tous les autres films. On était ravis tous de vous accueillir, en tout cas pendant ce temps de festival, d'avoir des intervenants de qualité et pour mener toutes ces rencontres, ces masterclass, participer à ces projections et présenter ces films qui sont tous à leur endroit assez exceptionnels. Juste vous rappeler, maintenant je vous laisse vraiment la parole, vous rappeler que ce soir à 19h va avoir lieu la cérémonie de clôture du Festival du film européen et que vous retrouverez sur le site du festival, petit à petit elles seront mises en ligne, l'ensemble des conférences qui ont été données, qui ont été captées et qui vont être vraiment publiées, des interviews, des rencontres, et vraiment vous êtes invités à les redécouvrir, à vous en saisir. Certaines étaient plus techniques, certaines plus générales, mais en tout cas on compte sur vous pour ne pas hésiter à être aussi un peu les porteurs de cette parole et du fait qu'il y ait ces supports et ces contenus qui sont accessibles, et ce grâce à vous. Voilà, je vous passe le micro pour les questions, et puis on a une vingtaine de minutes devant nous. N'hésitez pas. Bonjour à tous. Je reprends M. Clément Saviti. Moi j'exerce dans le domaine judiciaire, aussi linguistique aussi. Bon, la question, je peux m'adresser dans un premier temps auprès de M. Étienne, ensuite à Mme Anne Lozerati. Ah oui, d'accord, c'est bien. Bon, parce que si on a bien dit que non,
On parlait encore d'atteindre la grande masse. Hein. Comment dirais-je aussi? Parce que moi, je veux transmettre les notions du droit à travers l'art. Mais des fois, on est confronté à cette difficulté aussi, parce que ici au Congo, il y a 4 espaces linguistiques, hein, Swahili, Chubalinga, Congo, bien sûr aussi. Et la langue française aussi, jusqu'aujourd'hui, les gens ne la maîtrisent pas du tout aussi. Surtout dans les Kinshasa profonds, voire aussi dans les Congo profonds. Alors, quelles mesures avez-vous déjà prises pour accéder à cette application de ces thématiques? Pour je ne sais, madame aussi, Anne Lozait. Voilà un peu. Moi, je veux dire que j'ai pas parfaitement... si vous deviez résumer votre question de manière très courte et très claire. Ok. Comment est-ce que, en tout cas, vous êtes organisé sur le plan linguistique, hein, sur le plan linguistique, pour atteindre aussi toute la grande masse populaire de RDC aussi? Le Congo est très vaste aussi, la population était très dense aussi. Quelles mesures d'encadrement avez-vous déjà prises déjà aussi pour atteindre la grande, je répète bien, la grande masse populaire? Moi, je suis dans le domaine judiciaire, mais ce n'est pas tout le monde ici qui maîtrise les notions du droit ici. Des fois aussi, on en souffre aussi. Alors, il faut, moi, si je propose aussi, hein, comment dire aussi, les conférences, les projections à proximité, voilà, pour résumer un peu là. Voilà, merci pour la question. Bon, moi, je vais répondre pour notre film, parce que je connais les difficultés aussi de notre film. On a tourné dans un lieu où les gens parlent l'Endou principalement, Kibalé. Donc faire un film en Kibalé, effectivement, n'aurait pas été facile pour la plupart de la population. Donc il est tourné en français, il est sous-titré en anglais. Et en fait, c'est un choix pour essayer de donner une plus grande visibilité dans le pays et dans le monde. Maintenant, je suis tout à fait d'accord que si on pouvait le sous-titrer dans les 4 langues nationales, ce serait intéressant, on cacherait toute l'image, mais voilà. Et puis, c'est un budget, donc il faut faire des choix. Donc si c'est ça votre question, est-ce qu'il faut sous-titrer dans les langues nationales? Bon, bah, peut-être, mais alors il faut le faire pour tout. Voilà, c'est compliqué comme démarche. Oui, je crois que notre point de vue du point de vue du Festival du film européen, c'est de soutenir les films congolais et de soutenir du coup par ce biais l'émergence d'une industrie du cinéma et donc d'un marché du cinéma, d'un secteur du cinéma, et qui, le jour où il y aura des salles de cinéma dans toute la ville avec des millions de Congolais qui iront voir des films congolais régulièrement, il n'est à pas douter que des entreprises de sous-titrage en lingala, en swahili, en chiluba et en kikongo apparaissent rapidement, et même en lendu, en ngbanzi, en toutes les langues locales. Je ne doute pas que ça apparaisse. Je crois que c'est le soutien à l'émergence d'un secteur du cinéma ici qui permettra la diffusion d'un grand nombre d'œuvres à un grand nombre de personnes. Pour rebondir brièvement, nous on a fait 2 projections, une en allemand sous-titré français et l'autre complètement en français, et on a bien vu la différence, enfin le problème du sous-titrage encore ici, on sait bien que voilà, c'est plus compliqué de projeter des films sous-titrés, les gens, enfin surtout quand c'est en allemand, les gens sont moins impliqués dans le film, ça c'est sûr. Voilà, c'était ma petite intervention. Bonjour à tous. Et moi, je suis Spiritus, artiste indépendant. J'ai fait beaucoup de choses. Tout d'abord, je vais remercier l'Institut français de m'avoir donné l'opportunité de travailler ou de faire mes performances en tant que performeur. Et merci aussi à Florent et Renaud Barré en tant que des auditeurs. Et ma question je pose à Florent. Je vous vois chaque fois à Kinshasa, vous filmez, vous faites des choses, je vois aussi des choses. Et ce que je voulais demander, quand vous filmez et quand vous faites sortir vos films, c'est pour dénoncer ou pour faire éveiller les gens? C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci Spiritus. Merci pour la question. En fait, je ne cherche pas à dénoncer. Je ne cherche pas dans mes films se réaliser au Congo à appuyer sur quelque chose que l'on voit déjà à l'image. Hein, donc je trouve qu'il y a déjà suffisamment d'informations dans l'image pour comprendre ce qui ne va pas très bien ici, hein, c'est-à-dire comment vit la population. Donc je ne cherche pas à forcer le trait, donc pas à dénoncer. Et ensuite, si les films que nous réalisons avec Renaud Barré
peuvent éveiller les populations, bien sûr, que ce soit en Europe ou ici, hein, d'ailleurs, parce que je trouve que la caméra est vraiment une petite boîte magique qui permet à des populations à la culture très différente, hein, et de temps en temps qui ne se connaissent pas, de se rapprocher. Hein, parce que, par exemple, pour un Européen ou même un habitant de Kinshasa, un Kinois, vivre une aventure et ressentir des émotions à travers un personnage pygmée, je trouve que là, on a gagné quelque chose dans la compréhension de personnes qui peuvent avoir une culture vraiment très éloignée. Donc dans ce sens-là, oui, je sens que c'est une sorte d'éveil à regarder l'autre comme son semblable. Hein, parce que, bon, souvent, quand on ne connaît pas l'autre, c'est là où, en fait, on cherche à l'ignorer, où on lui donne des attributs dangereux. Enfin bon. Voilà. Il y a des questions encore? Une nouvelle? Cette question, cette fois-ci, je veux un peu m'adresser aussi auprès de monsieur Delfos et madame Alodich. Cette question aussi, oui. Parce que on peut la langue allemande aussi, hein, la langue allemande. Moi, si j'en parle, je suis germanophone aussi, puis la langue allemande aussi. Mais d'ailleurs, est-ce que avez-vous déjà alloué une somme ou bien prise des mesures d'encadrement pour la promotion de la langue allemande, mais aussi par l'entremise de la langue française aussi, la française. Et la française aussi. Voilà un peu les mesures d'encadrement pour poser la question de façon laconique. D'autres gens ici au Congo, ils connaissent seulement l'Allemagne, hein, à travers le football, hein, la Nationalmannschaft. C'est ce que tu donnes seulement, oui. Merci pour la question. Il y a le Goethe Institute, hein, qui a ses bureaux ici, qui fait la promotion de la langue allemande. Je pense que c'est la meilleure structure qui soit pour aller et comprendre cette merveilleuse langue de Goethe. Donc moi personnellement je ne la parle pas et je suis loin de ces préoccupations parce que mon métier c'est de faire des images. Donc je ne suis pas vraiment dans la promotion de l'allemand ni même de la langue française, mais plutôt effectivement de produire des images photographiques ou filmées qui sont à destination d'un public. Voilà. Je pense qu'on va s'en tenir ici. C'est juste, je vous remercie tous pour votre présence, votre engagement avec nous. Et puis je vous remercie ceux en particulier qui ont été fidèles au cycle de conférences du festival, qui étaient là systématiquement. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour la cérémonie de clôture. Merci. C'est pas